Vous savez que la constitution du Gabon, elle a été modifiée, je ne sais pas combien de fois, alors que la constitution de l'Amérique, qui existe en tant qu'État depuis à peu près 250 ans, n'a été amendée que 27 fois. Mais nous, notre constitution, alors qu'on est indépendant seulement depuis 1960 là, elle a été, voilà, 14 fois. En 60 ans, hein, 14 fois. Les autres, 250 ans, elle n'a pas été modifiée, elle a juste été amendée. Parce que c'est pas tout à fait la même chose. La laïcité, c'est quoi la laïcité? La laïcité, c'est un principe de fonctionnement et d'organisation de l'État qui veut que l'État soit neutre. L'État ne reconnaît aucune religion, l'État ne subventionne aucun culte, et surtout l'État est neutre dans tout ce qui concerne les affaires religieuses. La laïcité, du coup, repose sur 4 piliers, 4 principes. Le premier pilier ou le premier principe, c'est que il y a la liberté de conscience. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous avez la liberté de croire ou de ne pas croire tant que cela se fait sans pression et tant que vous respectez l'ordre public. Premier pilier, liberté de croire et de ne pas croire sans pression et surtout en respectant l'ordre public. Deuxième pilier, séparation de l'Église et de l'État. Troisième pilier, l'État est neutre en ce qui concerne toutes les affaires religieuses. Quatrième pilier, l'égalité de tous les citoyens devant le service public, peu importe leur religion. Il faut bien comprendre que la laïcité ne veut pas dire que les gens ne vont pas pratiquer leur culte dans l'espace public ou en privé. C'est pas ça. Au contraire, c'est même ça la laïcité. En tout cas, la loi de 1905. Vous allez comprendre parce que je vais un peu parler de la France, parce qu'on ne peut pas parler de laïcité dans nos pays francophones sans parler de la France, c'est impossible. Enfin bref, vous allez comprendre pourquoi. La laïcité, c'est pas que les gens n'ont pas le droit de pratiquer leur culte en public ou en privé. C'est pas ça la laïcité. La laïcité, c'est simplement que on sépare tout ce qui relève de la gestion de la chose publique, des affaires publiques, de tout ce qui relève de la religion. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais commencer par vous faire un petit exposé un peu sur l'histoire de la laïcité, notamment en France. Parce qu'on ne peut pas parler de laïcité chez nous, on ne peut pas comprendre le concept de la laïcité si on ne sait pas, de manière globale au moins, pourquoi l'État français est parti d'une situation où il y avait une religion d'État, qui était le catholicisme sous l'Ancien Régime, à une situation où, à partir de 1905, c'est la loi de 1905 en tout cas qui consacre la séparation de l'Église et de l'État, on en est arrivé à la laïcité. Il faut comprendre comment ça s'est passé en France pour comprendre ensuite pourquoi dans nos constitutions, dans la majorité des constitutions des pays d'Afrique francophone, on retrouve le principe de la laïcité. L'histoire que je vais vous raconter se fait en 2 temps. Dans un premier temps, nous sommes en France, nous sommes, comment dire ça, nous sommes sous l'Ancien Régime. L'Ancien Régime, c'est quoi? C'est la monarchie absolue, c'est-à-dire qu'il y a un roi, et le roi a tous les pouvoirs. Ça, c'est le départ de toute chose. Donc, pendant que le roi a tous les pouvoirs, qu'on est sous la monarchie absolue en France, eh bien, il se trouve qu'il y a une religion d'État. C'est-à-dire que l'État reconnaît et subventionne un culte et estime que le culte-là, c'est le seul qui vaille dans son territoire. Il s'agissait de quelle région? Eh bien, de quelle religion? Eh bien, il s'agissait du catholicisme en France. Donc, l'Église était au cœur de l'idéologie et de la légitimité du roi de France. Et d'ailleurs, de nombreux autres courants religieux comme le protestantisme, le judaïsme, ont été particulièrement persécutés pour pouvoir asseoir la religion d'État, pour pouvoir asseoir le pouvoir de la religion d'État qui était à l'époque le catholicisme. Un des épisodes les plus dramatiques de l'histoire par rapport justement à la persécution des autres courants religieux qui existaient dans le pays, c'était le massacre de Saint-Barthélemy en 1572. Donc, il y a eu un massacre en 1572, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce massacre-là, c'était qui? C'était les protestants qui avaient été massacrés on parle de entre 10 000 et 30 000 personnes qui avaient été tuées à la Saint-Barthélemy en 1572. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'étaient pas de la bonne religion. Voilà, pour dire les choses de manière claire. Ils étaient de la religion qui n'était pas reconnue au niveau de l'État. Donc, vous allez comprendre un peu tous ces éléments-là, c'est pour que vous compreniez qu'est-ce qui fait en sorte qu'on en arrive à la laïcité, donc à la séparation entre l'État, la gestion de la chose publique et l'Église. Ce qui va se passer ensuite, c'est que en 1789, la Révolution française va arriver. Et à cette occasion, la monarchie absolue va être renversée. Vous savez, la monarchie absolue, ça a quand même duré des siècles en France.
quand on est en 1789, ça fait longtemps en fait que la France est dirigée par un monarque de droit divin qui avait tous les pouvoirs en tout et pour tout. C'est pas comme aujourd'hui où on voit maintenant qu'il y a la République, il y a la séparation des pouvoirs, il y a le législatif, il y a l'exécutif, il y a le judiciaire, etc. Non, avant, tout était concentré entre les mains d'une personne. Donc quand on arrive à la révolution de 1789, naturellement, à cette occasion, qu'est-ce qu'on renverse? Eh bien, on renverse la monarchie. La monarchie tombe avec des événements importants comme l'abolition des privilèges, parce qu'à l'époque, justement, il y avait les classes, il y avait le clergé, il y avait la bourgeoisie, l'aristocratie, etc. C'était que eux qui avaient les pouvoirs et les avantages, et le reste, vraiment, c'était la misère, on se dise clairement les choses. Donc, il y a des événements importants qui interviennent lors de la chute de la monarchie, comme l'abolition des privilèges, la prise de la Bastille, l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, je crois que c'est en août 1789. Et vu que la royauté et le catholicisme ne faisaient qu'un, qui dit chute de la monarchie, dit donc volonté aussi pour les révolutionnaires de faire chuter la religion d'État qui était le catholicisme. Les révolutionnaires, ils ont fait tomber la monarchie, mais ils ont bien envie aussi de faire tomber la religion d'État qui était le catholicisme et ses privilèges. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont commencé par faire des biens de l'Église des biens nationaux, donc des biens qui appartenaient maintenant à l'État. Il faut savoir qu'à l'époque, l'Église était très puissante et l'Église était extrêmement riche. Donc, les révolutionnaires, qu'est-ce qu'ils ont commencé par faire? Pour faire chuter l'Église, ils ont pris les biens de l'Église, ils en ont fait des biens nationaux. Et d'ailleurs, ils les ont vendus. Et il y a eu un décret qui a été prononcé en février 1795 qui a fait en sorte que désormais, on consacre la liberté de culte. C'était la toute première fois depuis des siècles et des siècles où on avait même persécuté des protestants, persécuté des juifs à cause de leur religion, que on en arrivait à consacrer le principe de la liberté des cultes. Vous imaginez, quand on parle de révolution, c'était vraiment une révolution à tous les points, à tous les niveaux. Au niveau sociétal, au niveau politique, au niveau même moral et au niveau de la pratique religieuse. Donc on a ce décret de 1795 qui vient consacrer la liberté des cultes. Libre pratique des cultes est reconnue et garantie à tout le monde. L'État ne peut plus ni salarier les ministres du culte et encore moins fournir des lieux de culte aux religions. Donc, après 1795, il y a eu de nombreuses difficultés justement à l'application de ce principe parce que de nombreux régimes se sont succédés. Vous savez, après la révolution de 1789 en France, il y a eu, je crois qu'il y a eu le consulat, je crois que c'est ça. Il y a eu le consulat, il y a eu la première, la deuxième, la troisième République. Donc, il y a eu plein de soubresauts. Vous savez, quand un pays sort d'une situation compliquée, curieusement, l'histoire nous enseigne que c'est pas automatiquement que toutes les belles choses viennent, que la stabilité vient. C'est pas souvent comme ça. Il y a souvent une période de soubresaut continue durant des années qui va permettre d'instabilité pendant des années qui permet ensuite d'établir la stabilité de l'État ou d'établir un vrai régime digne de ce nom qui permet de garantir les intérêts de tous. Donc c'est ce qui s'est passé en France. Et comme entre 1789 et les années qui ont suivi, le pays était instable, bah l'Église, la religion qui était reconnue à l'époque de l'ancien régime comme religion d'État, elle aussi n'a pas hésité à pousser pour maintenir sa situation de privilège. Donc, c'est ce qui s'est passé pendant un temps. Le clergé a continué à lutter, ils n'ont pas voulu lâcher, parce que notamment l'école était toujours entre les mains du clergé, ça il faut le savoir. Et d'ailleurs, par rapport à l'école, c'est intéressant de savoir que ce n'est qu'en 1880, si je ne me trompe pas, que Jules Ferry en France va venir consacrer ce qu'on appelle l'école laïque, l'école publique laïque et gratuite. Ce n'est qu'en 1880. Et si vous connaissez un peu l'histoire de la colonisation, notamment au Gabon, parce que là on va parler du Gabon, vous savez que l'école, telle qu'on l'a toujours connue, en tout cas l'école amenée par les Occidentaux, ça a toujours été une école religieuse. Ça a toujours été une école confessionnelle. Pourquoi? Parce que justement, à cette période-là précisément, où la colonisation s'intensifie et où l'école occidentale vient s'installer en Afrique, c'est la période, c'est une période de 1 siècle comme ça, où en France, les Français sont en train de lutter farouchement pour établir la laïcité et en face, l'Église catholique lutte aussi farouchement pour s'imposer. Tout ce travail-là a été fait pendant à peu près 1 siècle et demi en France pour que ce soit enfin en 1905 que Aristide Briand c'était le rapporteur général de la loi de 1905, Aristide Briand et les députés républicains de l'époque
vont réussir à voter la loi qui va permettre la séparation de l'Église et de l'État. C'est la loi de décembre 1905, c'est la loi justement sur la laïcité, la grande loi historique sur la laïcité en France. Ça ne s'est pas passé sans mal, vraiment. Ça a été extrêmement difficile, mais on est arrivé enfin à ce qu'on appelle la loi de la séparation de l'Église et de l'État, la loi de 1905. Donc c'est ça la laïcité, c'est de là que vient la laïcité. Mais il y a un petit détail quand même qui est important qu'il faut que j'explique aussi avant que je termine sur le Gabon et que vous puissiez monter pour donner vos avis. Il faut savoir que le principe en France, effectivement, c'est la neutralité de l'État et c'est la séparation de l'Église et de l'État. Mais il y a des exceptions. Par exemple, quand Napoléon Bonaparte était au pouvoir, entre début 1800 et fin 1800 par là, c'était le régime du consulat. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas forcément ça le plus important. Il a fait ce qu'on appelle un concordat. Le concordat, en fait, c'est une sorte de contrat qu'il avait signé avec le Vatican pour dire que il reconnaissait que la religion majoritaire en France, c'était le catholicisme. Et le concordat a fait quoi? Le concordat, en fait, jusqu'aujourd'hui, ça constitue une exception au principe de laïcité. Parce qu'il y a certaines régions en France, comme l'Alsace-Moselle, où l'État continue toujours à reconnaître le catholicisme comme religion de la région et continue à financer cette religion-là. Donc, il faut savoir que la laïcité existe en France, mais il y a des exceptions. Donc, avec l'affaire du concordat, surtout que l'Alsace-Moselle n'était pas française avant 1905. Lorsque, en 1905, on vote la loi de la séparation de l'Église et de l'État, l'Alsace-Moselle n'était pas française. Donc, on n'avait pas la volonté de leur imposer la laïcité alors qu'ils n'étaient pas français au moment où la laïcité a été votée. Ensuite, il y a un territoire d'outre-mer comme la Guyane, où l'État, justement, paye toujours les ministres du culte catholique. Donc ça, c'est une autre exception au principe de laïcité. Il faut savoir que tous les bâtiments de l'Église qui ont été construits avant 1905 appartiennent à l'État en France. Ça, c'est un autre principe à la laïcité, une autre exception, pardon, au principe de laïcité. Et en 1959, par exemple, il y a une autre loi aussi qui a été votée pour permettre à l'État de subventionner l'enseignement privé confessionnel. Donc, il y a quelques exceptions comme ça, quelques arrangements comme ça. Je donne tous ces éléments-là pour que les gens se fassent un avis beaucoup plus complexe. Parce que faut pas se dire que et ça permettra aux gens de se projeter aussi par rapport au Gabon. Parce qu'il faut pas se dire pour ceux qui sont partisans par exemple de la laïcité, moi je vous dis des choses de manière cash, hein. Moi je suis laïque, voilà, je suis partisan de la laïcité, mais il faut être un peu plus flexible dans la façon d'appréhender les choses. Vous voyez qu'en France, la laïcité française, c'est une des laïcités les plus dures. Si vous connaissez l'actualité française, vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais pour autant, on va remarquer que dans la concrétisation, dans la pratique de l'application du principe de laïcité, on retrouve des exceptions qui sont grandes comme ça, comme le fait que dans certaines régions, on reconnaisse encore certains cultes. C'est pour vous permettre de comprendre que la laïcité dans un pays, ça a une histoire, ça doit s'inscrire justement dans la réalité sociologique, politique et historique du pays aussi. Ce n'est pas tout de dire simplement qu'il faut que l'Église soit séparée de l'État. Enfin bref, il faut appréhender les choses de manière un peu plus complexe que ça. Donc ça, c'est les éléments que je voulais vous donner. Et pour terminer, il faut savoir que, en effet, le Gabon est un État laïque. L'article 2 de la Constitution de 1991 dit que la République est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il faut simplement consulter la Constitution de 91, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur les Gabon. Et c'est intéressant de parler de la Constitution de 91 au Gabon parce qu'en fait, depuis qu'il y a eu la transition, vous savez que la Constitution, elle a été modifiée. D'ailleurs, ça, c'est un truc intéressant. Vous savez que la Constitution du Gabon, elle a été modifiée, je ne sais pas combien de fois, alors que la Constitution de l'Amérique, qui existe en tant qu'État depuis à peu près 250 ans, n'a été amendée que 27 fois. Mais nous, notre Constitution, alors qu'on est indépendant seulement depuis 1960 là, elle a été, 14 fois. En 60 ans, hein, 14 fois. Les autres, 250 ans, elle n'a pas été modifiée, elle a juste été amendée. Parce que c'est pas tout à fait la même chose. Donc, bref, à l'occasion de la période de la transition, ce qu'il faut savoir, c'est que la charte de la transition consacre le fait que quand on ne peut plus, quand la charte connaît des limites, on retombe sur la Constitution de 91. En fait, la charte reprend les grands principes de la Constitution de 91. Ça veut dire qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, quand bien même le Gabon est en train de vivre une situation de transition en termes de régime politique, le Gabon reste et demeure un État laïque. Et la laïcité au Gabon n'est tout autre que un héritage de la colonisation. Maintenant, la vraie question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que nous, les Gabonais, nous voulons de la laïcité? Si oui, de quelle laïcité voulons-nous? Sinon,
Quel est le modèle de société que nous souhaitons avoir?